Ce podcast vous est présenté par Canadian Tire, qui vous invite à prendre rendez-vous en ligne dès maintenant pour votre prochain service automobile. Canadian Tire, notre garage. Par Albi Occasion, le plus beau choix de véhicules de qualité. Et par Oxio, vendez sans tracas. Je vous amène aujourd'hui dans les coulisses de l'émission RPM+. C'est le fameux magazine automobile où Pierre Michaud, Samuel Lessard et moi-même avons le plaisir de répondre à vos questions automobiles. J'ai envie de parler de cette grande table ronde-là parce que, bon, il y a souvent de la folie et du plaisir, mais c'est aussi dirigé de main de maître par Alexandre Sabourin, qui est réalisateur de l'émission. Je le reçois donc aujourd'hui pour discuter de sa profession, mais aussi pour en apprendre davantage sur les coulisses de cette émission qui peut parfois être assez rocambolesque. Je tiens à toujours remercier nos fameux partenaires Canadian Tire, Albi Occasion et Oxio. Merci infiniment d'être là et moi je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Samuel. Bonjour Kim. Aujourd'hui, on est avec Albi Occasion puis on répond à des questions de nos auditeurs. Oui. Donc, je te lance tout de suite. Il y a Karim qui cherche un VUS hybride à faible consommation. OK. Il fait beaucoup de routes. Il veut réduire sa consommation d'essence avec un VUS hybride, mais sans sacrifier l'espace. OK. C'est pour ça souvent qu'on choisit un VUS, là, c'est pour avoir de l'espace. Donc, je vais aller sur le site albioccasion.com et je vais aller voir dans leur inventaire de véhicules d'occasion. C'est quoi le filtre que tu as mis? J'ai mis hybride parce que je vais me concentrer sur ça pour voir toutes les options qui sont disponibles. On a quand même 4 pages, donc je devrais être bon pour filtrer. Bon, on a du Ford Escape PHEV. C'est pas que je déteste ce produit-là, mais du PHEV, du hybride rechargeable, surtout quand on fait de la grande route, c'est pas vraiment avantageux. Ouais. On traîne une plus grosse batterie, des plus gros moteurs, puis souvent on consomme plus de carburant. Donc là, comme Karim va faire beaucoup de routes, je vais me concentrer sur des hybrides réguliers qui, eux, ont comme mission de réduire la consommation de carburant au maximum. Et là, je vois beaucoup de Hyundai Tucson et je pense que mon choix va s'arrêter là. On a un Hyundai Tucson 2024 ici, un luxury avec le cuir, toit ouvrant panoramique, bien équipé, seulement 34 000 km. Véhicule qui est à 35 000 $. Beaucoup d'équipements. Quand on est sur la route, c'est agréable d'avoir du luxe, mais aussi une mécanique, le 1.6 litres turbo qu'on connaît depuis longtemps là-dedans. Un véhicule qui est recommandé aussi par RPM chaque année dans notre palmarès des top 3 des meilleurs VUS compacts. Donc, j'y vais avec ça, le Hyundai Tucson 2024 hybride régulier, pas PHEV. Et je pense qu'avec ça, on va être en voiture pour répondre aux besoins de Karim. Une bonne garantie aussi. Oui, 5 ans, 100 000 km chez Exact. les Coréens, hein, fait qu'il faut bien en profiter. Puis je pense que justement, sur le site d'Albi, il y en a plusieurs. Donc là, moi, j'ai pris le gris pâle, mais il y a des noirs, il y a des gris Le foncés. kilométrage est bas, c'est bon pour quelqu'un qui fait beaucoup de routes. Vraiment, on est là. Bon choix. Merci, Kim. Ça fait plaisir. Alexandre Sabourin, bonjour. Bonjour Samuel. Hey, c'est le fun de te voir dans un autre contexte. Nous, Effectivement, on se voit dans le studio de télé. On se voit dans le studio, on tourne ensemble. Oui, pour RPM+, on s'est vu dans des reportages, on se voit dans d'autres contextes que dans un podcast, mais je suis content que tu sois là aujourd'hui parce qu'on va parler justement de ton travail de réalisateur. On a reçu Stéphane, qui est le réalisateur de RPM déjà dans le podcast. Ça fait quelques mois maintenant qu'il est venu. Et là, aujourd'hui, j'avais envie que tu viennes parce que l'émission RPM et RPM+, sont très différentes. Ouais. Puis la vision aussi à avoir pour les deux shows est très différente aussi. Ouais. Donc, j'ai envie de voir un peu ta vision des choses, vers où tu te projettes dans l'avenir aussi avec cette émission-là. Mais aussi, parce que tu es un jeune réalisateur quand même. Ah ouais, de moins en moins jeune. Ouais. Mais comme encore jeune quand ouais. même. Et j'avais envie de savoir un peu, parle-moi un peu de toi. D'où c'est parti ton idée de devenir réalisateur? C'est une bonne question. Moi, j'ai à la base étudié en journalisme. Je voulais faire du journalisme. Oh! Au début, ouais. Puis dans ce programme-là, il y a eu des cours de cinéma qui se sont donnés à Montmorency à l'époque. Puis je suis tombé comme en amour avec le cinéma, avec cet art-là que j'avais jamais vraiment connu avant à ce niveau-là. Écouter des films, là, mais pas... Des films, Ouais, mais ça. pas plus qu'il faut. Ouais. Puis là, j'ai compris un peu le pouvoir du cinéma à l'époque. On parlait d'hégémonie américaine et tout ça dans les années 60-70. Tout ça, bon. Fait que de là, j'ai passé du journalisme à des études en cinéma. Qui m'ont mené à Lionel Groulx. J'ai fait un DEC en cinéma. Et de là, j'ai ensuite fait un bac en télé à l'UQAM pour me spécialiser un petit peu plus en télé. Et voilà. À partir de là, le bac en télé est assez complet. Là. On touche un peu à tout. On touche à de la conception, à de la réalisation, à aussi de la technique. On fait de l'éclairage de la caméra, tout ça. Puis moi, là-dedans, le rôle de réalisateur, c'est ça qui m'a le fait plus triper. Donc, probablement un de mes plus beaux moments à l'université, c'était sur cette chaise-là, en réalisation, en régie, la première fois que j'ai
la première fois que tu réalises un show en direct, il y a quelque chose d'un peu magique, d'un peu sans filet, puis il n'y a pas grand-chose qui accote ça, en tout cas pour moi, au niveau de l'adrénaline. Fait que, voilà, je tombe en amour avec le métier. C'est quoi cette adrénaline-là? Tu m'en parles, moi, parce que je vois ça un peu froidement de mon bord. Moi, t'es le gars qui me dit « Hey, ça, c'était bon. Ça, c'est une bonne pratique. » Ouais, c'est ça. Souvent, c'est ça le terme qui est utilisé. Oui, mais... Mettre dans l'ambiance. Oui, mais c'est quoi le challenge que tu vois dans ton rôle? Ben, réalisateur, c'est une drôle de job. Moi, j'ai été monteur pendant 10 ans en télé. Monteur, pour mettre en contexte, c'est ça, c'est les gens qui font... Du montage vidéo. C'est ça. Fait que vraiment, dans le fond, je travaillais avec des réalisateurs, j'assemblais des shows, dans le fond. Fait que je recevais un petit peu. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Stéphane Rochelot, qui est un ami maintenant dans la vie. Mais donc, j'étais monteur pendant longtemps, ce qui m'a un peu donné la bonne école pour moi pour apprendre c'était quoi de la réalisation. Les défis, c'est différent parce que sur un show comme RPM+, on tourne, donc ce qu'on appelle, c'est presque un live to tape. Donc, on tourne en studio, mais on garde pas mal de ce qu'on tourne en studio déjà. Fait que ma job, c'est plus de vous baliser un peu, de travailler le ton de l'émission, de m'assurer que tous les départements ont ce dont ils ont besoin pour travailler, pour bien faire leur travail. Et aussi, moi, je suis un fervent défenseur de la bonne vibe, de la bonne ambiance en studio. Oui. Je suis quand même un bon vivant. Oui. Je trouve qu'on est chanceux de faire cette job-là dans la vie. Tous les jours. Et qu'il faut s'amuser dans cette job-là aussi. Donc, je pense que c'est de mettre l'équipe technique à l'aise et donc de mettre en scène aussi le show. C'est le côté humain qui t'aime gérer moi, aussi. Moi, c'est ça que j'aime plus. Ouais. Ça donne un peu une gestion, justement, des êtres humains dans leurs différents contextes. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup de la diplomatie. Gérer tous les besoins des départements. Gérer les besoins des animateurs. Parce que les animateurs, des fois, ça vient avec un certain... voilà. Mais, franchement, on n'est pas si mal. Non, ça va. Honnêtement, j'ai connu pire. Mais ça va très bien. Vous êtes assez facile à travailler. Assez agréable, ouais. Quand tu disais l'émission RPM+, c'est live to take, l'idée, tape, moi j'ai dit take, hein, c'est tape. Pas grave. En tout cas, moi, mon anglais, c'est le métier qui rentre. C'est un peu ordinaire. Là, ma première saison, quand même, ça fait juste une saison que j'aime ça, cette affaire-là. Puis elle n'est même pas encore finie. L'idée, c'est que l'émission est un peu comme si c'était en direct. Parce que moi, j'aime ça le répéter aussi. On n'a pas. Moi, je connais pas les questions. Ouais. Tu sais, RPM, pour ceux qui suivent l'émission, c'est une émission où on répond aux questions des gens. Ouais. On a des questions du public qui sont envoyées en grande quantité. Donc, on fait un filtre. Puis, il y a des questions qui sont amenées à la télé. Ouais. C'est Pierre Michaud qui nous lit les questions. Ouais. Mais nous, moi puis Sam, on les connaît pas. Là. Sam et moi, on n'a aucune idée c'est quoi les questions avant de répondre. Comment tu navigues là-dedans aussi? Parce que tu me dis, oui, je gère l'humain, mais il y a aussi des risques. Il y a des risques qu'on se plante puis qu'on se dise absolument n'importe quoi. Il y a des risques, pour être honnête. Moi, ça fait 3 ans que je suis sur l'émission. C'était une de mes grandes questions aussi à la base en écoutant l'émission avant de la réaliser. J'essayais de voir comment le processus se faisait. Puis je pense que la grande force du show, et là, c'est pas pour t'envoyer des fleurs, mais c'est que toi et Samuel Lessard, pour pas le nommer, vous êtes des encyclopédies vivantes en termes de voitures. Oui, lancez-moi. C'est assez impressionnant et c'est vrai que vous voyez pas les questions d'avance, ça c'est affirmatif. Pour nous, ça fait l'authenticité de l'émission. Moi, je veux que le spectateur aussi, il vous croit dans votre réflexion puis dans votre chemin de réflexion. Donc, quand tu sais pas les modèles d'avance, puis que t'as pas des réponses préparées et tout ça, ben ça t'oblige à être un peu sans filet. Donc, ça t'oblige à être un peu le meilleur puis de trouver la meilleure réponse. Moi, j'aime beaucoup cette authenticité-là et je pense que c'est ce qui fait la force d'RPM+. C'est un show qui est basé sur les questions du public. C'est vraiment ça notre contenu, c'est notre pain et notre beurre. Ben oui. Fait que ça part de là, c'est des vraies questions du public aussi. Il y a des gens qui pensent que c'est des questions qui sont plantées, mais c'est pas le cas. On en reçoit encore beaucoup des questions, c'est surprenant. Oui, énormément. Puis, tout est basé là-dessus. Fait que moi, je te dirais que ma job, c'est de vous baliser là-dedans et de me mettre à la place du spectateur pour voir est-ce que moi je comprends votre réponse. Est-ce que si je me mets à la place de Sylvie qui cherche une voiture pour sa jeune fille qui s'en va au cégep, ben, est-ce que vous y répondez à sa question? Parce que des fois, ça part sur des réflexions, des fois, ça part sur des débats d'idées, ça, c'est déjà vu. Des fois, on part un peu sur différents trucs, puis à la base, Sylvie, elle n'a pas eu sa réponse. Fait que moi, ma job, c'est un peu de faire Sylvie, elle vous écoute et elle attend sa réponse. Elle veut savoir c'est quoi acheter comme véhicule. Et m'assurer que, tu sais, moi, l'exemple que je dis toujours, c'est que des fois, on est des biochimistes nucléaires qui parlent de biochimie nucléaire ensemble. Ouais. Puis moi, à la maison, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Fait que ma job, c'est d'un peu vous assurer, mais m'assurer que vous pouvez vulgariser ça pour les gens. Pour que les gens comprennent bien ce qu'on essaie de dire, dans le fond. Exact. Tu sais, on a fait ton parcours, on a parlé justement de tes études. Qu'est-ce qui t'a amené à faire une émission comme RPM+? T'avais-tu fait d'autres émissions avant d'arriver là? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Moi, donc, quand j'ai fait le saut du montage à la réalisation, ça va faire 8 ans maintenant, à peu près, 7-8 ans. Dans le fond, ça fait quand même quelques années. Mon Dieu, je ne rajeunis pas. Mais en fait, ce qui m'a amené à RPM+, c'est que
aussi plate que ça, le poste s'est libéré. C'est-à-dire que l'ancien réalisateur partait, puis il cherchait un nouveau réalisateur pour ça. Moi, j'avais déjà travaillé avec Stéphane dans le passé. Ça faisait déjà quelques années que je faisais la réalisation. Stéphane qui réalise RPM. Qui réalise RPM, voilà. effectivement. Et il m'a dit, hey, il y a un poste qui s'ouvre, je pense que ça peut être un show qui peut être intéressant pour toi. Et il m'a référé. Puis moi, ben, je suis rentré dans la belle famille. Voilà. T'étais-tu un peu amateur de voiture ou tu t'es dit, je me lance dans la tête première dans un univers que je connais pas du tout? Je suis pas connaisseur de voiture, et c'est là la grande différence entre moi et toi. Mais je suis amateur de voiture en ce sens où j'aime ça. Je m'intéresse mettons, sport automobile, ça m'intéresse, la F1, j'aime ça. J'ai déjà eu, tu sais, j'aime bien prendre soin de mes voitures et tout ça. Je suis pas un maniaque de voiture, mais ma job aussi, c'est un peu d'être un caméléon puis d'entrer dans des univers, puis après ça, m'assurer que tout le monde peut comprendre, autant les puristes que les gens du grand public. Donc, même si j'étais pas un énorme fan de voiture, je suis comme devenu un fan de voiture, et présentement, même que j'ai des amis qui me demandent « Hey, entre tel modèle, qu'est-ce que tu penses? » Et là, je prends sur moi de faire « Moi, je dis ça, mais c'est vraiment plus Sam et Pierre qui disent ça. » Mais donc, j'arrive à les conseiller un peu. Fait que avec le temps, j'ai appris un peu de vous, les garçons. Qu'est-ce que tu conduis? Je conduis tu sais très bien ce que je conduis. Je conduis une Volkswagen Golf All-Track 2019. Ouais, je voulais quand même le dire pour que le public sache que t'es quand même un peu quelqu'un de voiture pareil. Là, c'est la plus belle voiture au monde. Voilà. J'adore cette voiture-là. J'adore les familiales. Vous parlez tout le temps que les constructeurs ne font plus de familiales. C'est un des grands deuils de ma vie. Quand même, mais on va se le dire, un gars qui n'est pas un amateur de voiture a quand même une voiture un peu plus recherchée. Oui. Fait que clairement, tu as une petite passion. Ben, pas une petite passion, mais tu as un intérêt. J'ai un intérêt. J'aime les belles voitures, j'aime les belles choses. J'avais un certain... je voulais une Golf All-Track, je voulais la trouver, puis je l'ai trouvée. Ben, félicitations. Merci. Je suis content que tu sois content de ton auto. Ça, c'est la base des choses. Merci, félicitations, comme si c'était comme un exploit. Non, mais je suis vraiment content pour toi. Tu sais, on a jasé des émissions un peu que tu as faites avant. Ouais. Là, je t'ai demandé, tu sais, RPM, est-ce que RPM+, qu'est-ce qui t'a amené là? Bon, c'est une opportunité qui est arrivée. Aurais-tu cru faire ça dans ta vie, une émission d'affaires publiques? Pas d'affaires publiques, mais de magazine comme ça, là, comme ce qu'on fait. Aurais-tu cru faire ce genre d'émission-là ou t'aurais aimé plus faire d'autres choses? Qu'est-ce que tu regardais dans le monde de la réalisation? Tu sais, être réalisateur, c'est large. En télé aussi, c'est un petit milieu, donc faut être versatile. Faut être capable de travailler sur différents formats. Moi, j'ai fait des shows qu'on appelle en VL, donc c'est de la vidéo légère, donc des magazines qui sont tournés avec des petites équipes à l'extérieur, par exemple. J'ai fait des shows studio aussi à grand déploiement avec une grosse équipe et tout ça. J'aime vraiment les deux, et les deux, c'est comme un muscle différent à travailler, je te dirais. Fait que d'être bon et de développer des talents dans ces deux styles-là, moi, ça m'aide beaucoup. Fait que oui, je voulais faire du magazine télé. Moi, je trouve que c'est un format qui fonctionne très bien à la télé. Notre émission aussi se classe un peu comme une émission de service. Donc, on est là pour les gens. On répond aux gens. Puis ça, c'est très important. Depuis les premières années de RPM, c'est ça le mandat de l'émission depuis toujours. Ça a toujours été ça. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'en phase directement avec le public qui est assez intéressant. Fait que oui, j'aime bien faire... je fais un peu de tout. Donc, je fais du magazine, je fais de la VL, puis je fais aussi maintenant du live aussi en direct. Voilà. Trouves-tu ça intimidant d'avoir repris un show qui avait une historique quand même assez prononcée comme RPM+? C'est pas intimidant. Je pense que c'est un défi intéressant. Je pense que l'idée, c'est aussi de voir comment moi je vois ça. C'est-à-dire que tous les réalisateurs ont un peu leur signature, ont un peu leur façon de voir les affaires. Ouais, comment tu changes ça maintenant? C'est un show, tu le dis toi-même, c'est un show de réponse, là, un magazine. Comment tu peux amener ta touche à toi? Ben, on refait pas, on redessine pas la roue, c'est-à-dire que la base du show, ça reste des questions du public, ça reste d'être là pour les gens. Moi, j'ai tendance à dire qu'RPM+, on peut ouvrir un peu plus large la conversation. Si RPM, on est vraiment sur de l'analyse, décortiquer des modèles, maintenant on est en comparo depuis cette année. Ouais. RPM+, on est plus dans la grande conversation automobile. De quoi on peut parler? Donc, on va conseiller les gens sur des modèles. Ça nous permet d'avoir un spectre plus large de conseils, mais ça nous permet aussi de parler des grandes tendances des constructeurs, des mouvements dans l'industrie, de quoi on parle. On parle de la grande actualité avec RPM+, on fait pas de l'actu de semaine en semaine, mais on a comme plus de place pour ratisser plus large. Moi, ce que je voulais amener, c'était plus ça. En télé, des fois, il y a des modèles qu'on appelle des off quelque chose. Exemple, il y avait des émissions, puis en off, on tombe dans une émission qui est comme un peu plus... tu vas en détail, mettons, où tu vas décortiquer certaines parties de l'émission. Mais moi, je trouve qu'RPM+, c'est un peu ça. C'est comme l'extension d'RPM où on peut ratisser un peu plus large. C'est comme en dessous découverte, ça, c'est clairement un autre show complètement. Ça, c'est ton autre show, Samuel. T'en parles pas beaucoup au podcast de ton autre émission, mais on pourrait y revenir. Derrière les rideaux, là, c'est un peu comme l'arrière-scène ou quelque chose de ça. C'est un peu ça, l'idée? C'est pas que c'est l'arrière-scène, mais c'est je trouve qu'on ouvre plus large. Okay. On est moins concentré sur deux modèles, puis ça nous donne plus de latitude. On l'a testé avec Samuel cette année où on a pu
aller au bout de certains tests et certaines prétentions des constructeurs. On avait comme de l'espace dans l'émission pour faire ça. On a eu ta série passionnée où on a rencontré des tripeux de voitures un peu partout au Québec. Puis c'est comme si ça leur donne une voix aussi à travers le show. Fait que moi, je trouve que ma vision du show quand je suis arrivé, c'était ça. C'était de partir des questions, mais aussi d'ouvrir un petit peu plus large puis de se laisser de l'espace pour aller discuter de comment évolue un constructeur aujourd'hui. On donne de l'espace à un certain modèle. Vraiment prendre plus de temps pour aller en profondeur sur des sujets qui ne sont pas couverts par RPM. C'est une pression pour un réalisateur d'essayer de toujours, sans réinventer la roue, quand même la faire avancer pareil. Tu sais, à quelque part, le succès, parce que RPM+, c'est une émission qui se porte bien. On va reparler d'ailleurs du milieu télévisuel au Québec, là, actuellement, on entend parler depuis plusieurs années, mais de plus en plus, on sent que c'est difficile, puis que c'est un milieu qui se débat comme un diable dans l'eau bénite. J'ai les expressions aujourd'hui, je suis en forme. Là. mais tu sais, est-ce que tu te mets cette pression-là, toi, de te dire comment je fais pour que cette émission-là continue de bien performer ou comment je fais pour l'amener ailleurs? C'est quoi ta vision des choses par rapport à ça? Ben, tu sais, je pense qu'il faut garder l'essentiel de l'émission. Donc, on répond les questions. Les gens nous écoutent pour ça parce qu'on ratisse très large. Moi, je pense que c'est aussi un rendez-vous, un peu une messe de la fin de semaine, des RPM, des RPM+. Mon père écoutait RPM+, c'est le premier show dans lequel j'ai travaillé qui a fait « Ah, est-ce que je connais ça, puis je vais en parler à mes chums. » Tu comprends? C'est un peu le même genre de public. Avec ça, moi, je pense qu'il faut conserver ça, il faut conserver cet ADN-là. Pierre est très aimé aussi. On aime Pierre depuis longtemps. Pierre a une personnalité extraordinaire à la télé. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Polarisant, mais comme on aime. Coloré. Comme on aime. Ça prend des couleurs. Absolument. Fait que ça, je pense qu'il faut garder ça. Le défi, c'est que moi, je veux amener un nouveau public. On le sait que la télé, comme tu l'as dit un peu, doit se renouveler. On travaille avec des budgets qui sont de moins en moins grands. On a des plateformes qui ont explosé. Bon, tout le monde connaît la grande conversation, mais je pense que pour nous, notre mandat, c'est qu'on a comme un créneau intéressant, on a une niche intéressante au Québec, puis on a des téléspectateurs qui sont fidèles. Fait qu'il faut comme leur donner ce qu'ils ont envie d'avoir en ajoutant un peu de nouvelles sauces, de nouvelles épices. C'est un peu ça ma job. RPM+, c'est sur Crave. C'est une émission qu'on trouve sur une plateforme numérique. T'aimes-tu ça, toi, les plateformes numériques? Oui, je pense que c'est ben mon Dieu, il faut. On est comme rendu là. Il faut donner plus d'options pour regarder la télé au Québec. Il faut amener la télé ailleurs. Les gens la regardent aussi. C'est-à-dire que si c'est plus sur le câble à nouveau, et Dieu sait qu'on est très content d'être sur le câble et on fait des très bons chiffres, mais il faut aussi diversifier l'offre. Fait que je pense que c'est une bonne chose d'être plus partout. Ça donne un peu une autre vision, puis réussir peut-être à aller chercher un public un peu plus jeune. Oui, exact. Ça permet, c'est du on-demand, la télé sur demande, donc ça nous permet aussi d'être écouté n'importe quand là, dans l'horaire. Financement, c'est pas évident dans la télé actuellement. Là. Nous, on travaille avec des publicitaires, une chance qu'on a des gens qui nous supportent. Je remercie à chaque podcast nos partenaires parce que ça serait pas possible sans ces gens-là. Comment tu vois l'avenir d'une émission comme RPM+, dans les prochaines années? Est-ce que tu imagines que c'est une émission qui va réussir à sortir de la masse encore plus? Est-ce que c'est une émission qui va réussir à prendre plus de place ou c'est une émission qui va avoir besoin d'avoir plus de financement si on veut se rendre à aller plus loin encore? C'est une grosse question. Je pense que c'est sûr qu'on serait bien avec plus de financement. Ça nous donne plus de flexibilité, en fait. Ça nous permet d'avoir plus de jouets avec lesquels travailler, de proposer un show qui est plus qui est plus nourri, on va dire ça comme ça. Mais ça sera potentiellement pas la réalité dans laquelle on s'en va. Je pense que le modèle qui est intéressant sur RPM, c'est un modèle avec beaucoup de commanditaires, dans le fond, qui font partie de la structure financière de l'émission. Puis en gros, on le voit de plus en plus dans plein d'autres émissions. Il y a plein de partenaires dans les émissions que vous écoutez un peu partout qui sont de plus en plus présents parce que c'est comme ça. Faut que l'argent vienne de quelque part. Faut qu'on gagne notre vie. Puis c'est une façon différente de financer. Je pense qu'il y a moyen de bien le faire, il y a moyen de moins bien le faire. Puis c'est là où on est un peu en train d'essayer certaines affaires. Je pense que c'est inévitable qu'on se mette à faire des partenariats avec des commanditaires. Pour faire de la télé. Pour réussir à avancer. Ça t'inquiète-tu, ça? Tu sais, pour un jeune réalisateur comme toi, j'arrête pas de dire que t'es jeune. Prends-le. Écoute, prends-le. C'est très gentil. Ben, prends-le. Mais tu sais, c'est inquiétant. Tu sais, moi, je viens de commencer. C'est ma première saison à vie de télé que je viens de tourner. Tu sais, je devrais-tu m'inquiéter, moi, là? Je pense pas qu'il faut s'inquiéter. Il faut juste être plus créatif dans notre façon de faire de la télé et un peu se réinventer. C'est un peu comme un cliché de le dire, là, mais c'est tant et aussi longtemps, à mon sens, qu'il n'y aura pas une plateforme universelle sur laquelle on pourra diffuser tout le contenu québécois et que ça ne sera pas mis de l'avant ou qu'il n'y aura pas une volonté politique de supporter cette industrie-là, je pense pas qu'on va survivre. On se bat contre des joueurs qui sont beaucoup plus grands que nous, beaucoup plus financés que nous. Et donc, inévitablement, à armes égales, on ne gagne pas. On n'est pas mis de l'avant de la même façon. Donc, je pense qu'il faut préserver cette
unicité culturelle-là au Québec. C'est une force, la télé au Québec. C'est depuis longtemps qu'on s'identifie que le peuple québécois s'identifie à sa télé et vice-versa. Puis je pense qu'il faut préserver ça. On est dans les grandes conversations ces temps-ci sur comment on va préserver ça. Puis je pense que bon, il y a des instances qui sont beaucoup plus hautes que moi qui travaillent là-dessus. Je ne suis qu'un simple réalisateur. Non, mais de toute manière, l'idée, c'est d'avoir ton point de vue à toi. Tu travailles là-dedans. Moi, je pourrais dire que je travaille aussi là-dedans, dans le sens que je le vois aussi de mon bord. Mais nous, on vit avec ces contraintes-là, mais je pense qu'aussi, il faut avoir... Moi, je trouve que le mot, c'est un peu se diversifier, et avoir une flexibilité. C'est-à-dire, il faut s'adapter. Il faut trouver des solutions parce que c'est pas vrai que même si la solution miracle arrive demain, les budgets vont doubler. C'est plus vrai, ça. Fait qu'il faut aussi trouver une façon de faire différemment. La technique, c'est démocratisé. Le milieu, c'est démocratisé, mais il faut aussi faut la penser un peu autrement. Les jeunes. Ouais. Tu sais, les jeunes. Hein, on pointe tout le temps que les jeunes, c'est parce qu'ils n'écoutent plus la télé québécoise. C'est pour ça que la télé marche plus. Ouais. Je trouve que c'est insultant là, de se faire dire ça. Là. Moi, j'ai l'impression que le contenu attire peut-être moins les jeunes aussi. Ben, c'est beaucoup de choses, mais la plateforme est moins... La télé dans le salon, zapper, ça n'existe plus, ce geste-là, depuis très longtemps. Fait que je pense que il faut repenser comment on diffuse aussi du contenu québécois. La télé, ça reste le meuble. Après, il y a plein de plateformes sur lesquelles on peut produire du contenu d'ici qui vont intéresser les jeunes. Puis ça, il y a plein de gens qui le font déjà super bien. C'est sûr qu'en explosant l'offre, le spectateur va comment dire? Il y a beaucoup de jeunes qui écoutent, mettons, des jeunes youtubeurs français présentement, au lieu d'avoir des youtubeurs québécois. On en a un peu maintenant. Là. On en a, puis on a une super belle communauté. Ça sort un peu, là, oui, t'sais. Mais tu sais aussi, les moyens sont différents. La francophonie, elle s'est éclatée depuis que les jeunes ont accès à différentes plateformes. Donc, ça devient on se bat plus à armes égales dans ce petit marché québécois, on se bat dans un marché qui est mondial. Fait qu'il faut se donner les moyens de nos ambitions. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il faut pas non plus blâmer les jeunes par rapport à ça. Je pense qu'il y a des très bons contenus qui sont aussi pour la jeunesse. Vraiment, moi aussi, je pense aussi. C'est juste qu'après ça, effectivement, si on est pas capable d'atteindre le bon public cible, on leur offre pas le contenu d'une manière efficace pour eux, mais ça arrivera pas. Là. Voilà. Les gens l'écouteront pas. Puis c'est de valeur. Que ça, c'est-à-dire, faut aussi être intéressé à... Comment dire? C'est quoi notre identité québécoise, puis pourquoi c'est important de se voir à la télé? Cette conversation-là, on l'a quand même un peu mis de côté dans les dernières années, puis je pense que ça part d'une volonté, ça part à l'école, ça part à comme intéresser les gens, puis on le fait en littérature, on le fait en art visuel, on le fait en musique, on essaie de le faire, puis en télé, puis en cinéma, il faut le faire aussi. Fait que c'est comme, il faut intéresser les jeunes rapidement à cette culture-là, puis je sais que les profs travaillent très fort là-dessus déjà, puis c'est comme eux qui supportent un peu ce système-là, mais ça prend des volontés politiques pour que vraiment ça devienne une priorité, parce que sinon, on se bat au plus fort la poche, puis on ne gagnera pas ce combat-là. T'sais. Mais c'est intéressant, c'est vrai, de comprendre. Hey, on a encore le privilège d'avoir du contenu qui est fait ici pour nous aussi. Ouais. C'est ça, des fois, que j'essaie de dire aux gens qui écoutent l'émission RPM+, des fois, j'ai des gens qui m'écrivent, personnellement, je vais dire des fois, tout le temps, les gens m'écrivent pour des questions d'auto. Ouais. Puis, acheter une voiture aujourd'hui, c'est stressant. Là. Les autos coûtent cher. Il y a des mécaniques hybrides, hybrides rechargeables régulières, à thermique uniquement. Il y en a électriques. Puis là, c'est rendu un paiement cher par mois. Puis même un char de base, c'est rendu cher. Puis là, les gens se posent des questions. Puis qu'est-ce que je devrais acheter comme véhicule? Puis qu'est-ce que je devrais pas? Puis des fois, je suis comme, j'hésite entre tel ou tel modèle. Mettons, entre le Toyota 4Runner puis le Honda Passport. Ouais. Je suis comme, c'est drôle parce qu'on a une émission d'1 heure sur Crave à RPM où on analysait les deux chars en français à Charlevoix, dans les conditions de chez nous, pour vous les présenter puis vous donner notre heure juste sur qu'est-ce que nous, on pense qui est le meilleur entre les deux. T'as pas besoin d'aller voir quelqu'un en Californie qui conduit pas du tout dans les mêmes routes que toi, qui te parle pas dans ta langue, qui va t'expliquer des modèles que t'as peut-être même pas accès ici, des variantes qui sont pas disponibles ici non plus. Donc, t'as l'opportunité de consommer du contenu qui a été fait taillé sur mesure pour toi. Même chose avec RPM+. On répond des questions des gens. On dit, j'hésite en telle ou telle voiture. Hey, j'ai tel problème, c'est-tu normal? Hey, on s'est rendu compte l'hiver que mon chauffeur, genre tel modèle, ne marchait pas. Tu sais pourquoi? C'est quoi qui se passe? On prend la peine de répondre, de donner des réponses éloquentes le plus possible dans la langue qu'on parle. Puis dans le contenu le plus possible proche. Fait que je trouve ça un peu paradoxal. T'sais, on dit les jeunes ne sont pas intéressés. En même temps, on leur dit mais là, avez-vous les bonnes plateformes pour les écouter? Pas nécessairement. Après ça, on se dit mais les gens nous encouragent ça encore parce qu'on est francophone québécois ou juste parce qu'on fait du contenu de char? Tu commences ça? De la misère un peu à faire le lien entre les deux. Là. Ben, c'est une grande conversation puis j'ai pas la réponse pour tout le monde. Mais on jase, c'est un podcast. T'as raison. Je pense qu'il faut... C'est un enjeu de visibilité, il faut se faire voir. Si tu parles de ton exemple avec le passeport, quand tu comparais contre le 4Runner, je pense qu'il faut que le show se promène, il faut que les gens
ait accès à ce show-là facilement. Crave est un bon exemple. Les gens peuvent l'écouter sur Nouveau. Tu sais, comme partout, il y a plein d'options de le voir. C'est une bénédiction Crave pour nous autres. C'est ça. Faut comme que la marque RPM devienne plus grande puis faire une notoriété de marque pour que ça devienne une référence. Ça l'est déjà, mais que ça ça maintienne un peu ce statut-là. T'sais. Ça dépasse les niveaux, qu'on essaie d'aller plus loin. Tu sais, tantôt, tu as dit quoi qui m'intéressait tu m'as dit, tu sais, faire de la télé, c'est aussi avoir du fun. Ben oui. Tu sais, là, on parle tantôt d'enjeux, puis de financement, de visibilité. Puis, tu sais, là, c'est le côté toujours un peu. Mais c'est vrai que c'est le fun, hein? Ben oui. On a du plaisir à faire ce qu'on fait. C'est un spectacle. C'est-à-dire, on met en scène un spectacle. Au final, on est là pour informer les gens, puis on se prend au sérieux dans ce qu'on dit, mais on se prend pas au sérieux dans la façon dont on le fait, parce qu'il faut s'amuser un peu. C'est ça que je trouve. Moi, je trouve que la vie est trop courte pour pas s'amuser, puis on a la chance d'avoir un métier qui est assez créatif, qui est assez stimulant. Oui, on a une gang aussi qui est tripante, avec l'équipe de Torque Production. On a vraiment du monde incroyable avec nous autres. On a une équipe qui est là depuis longtemps aussi. Hein. C'est la même équipe qui a fait d'année en année, qui a suivi le show et tout ça. Fait que c'est impressionnant. Ça devient, encore là, un peu cliché, mais une famille. Ça devient vraiment une équipe tissée serrée. C'est impressionnant. As-tu des bons souvenirs de date de tes 3 dernières années? C'est quoi qui t'a le plus marqué, mettons? Y a-tu un moment particulier qui t'a marqué dans tes tournages ou dans les reportages? C'est deux dynamiques vraiment différentes. T'sais, le studio puis le reportage. En reportage, on est en petite équipe. Les gens ne savent pas, mais on est à peu près 5-6 peut-être, plus un des animateurs et des invités. Donc, c'est vraiment une petite équipe. Souvent, ça demande plus de flexibilité. Fait qu'on est un peu aux aléas de la météo. On est un peu pris dans les tempêtes. On doit se déplacer beaucoup. La course, l'heure. Faut que ça roule. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est sûr que ça crée des liens assez forts. Je dirais que tourner en hiver avec des voitures, c'est un défi de propreté, de confort, ça a l'air de quoi à TV. Il faut quand même que ça soit esthétiquement intéressant. Ah oui. Je dirais, par rapport au studio, le studio, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est un peu la maison d'un studio. Ça fait longtemps qu'on est dans ce même studio-là. Fait qu'il y a quelque chose de plus familier, je trouve, dans le studio, qui est plus une dynamique d'aller-retour avec Pierre, avec vous. Moi, j'aime beaucoup vous voir débattre en studio. J'aime beaucoup je suis comme le premier fan, dans le fond, de l'émission. C'est comme moi, le premier regard qui vous balise. Fait que j'ai pas d'exemple précis, mais moi, je pense que ce qui marque, c'est ce plaisir-là dans ces petits moments-là de décrochage. Moi mon travail, on décroche souvent. Vous décrochez souvent. Oui. Vous irez voir les bloopers sur YouTube, tout ça est très, très, très bien fondé. Vous décrochez souvent. On est du tannant un peu? Vous parlez beaucoup de chars entre les prises quand on veut faire d'autres choses. Je peux te poser la question, on est tannant un peu? Mais là, tu peux dire oui ou non. Un peu, quand même. Ceux qui connaissent un peu Pierre savent que c'est un grand tannant et que cette énergie-là, elle se transmet des fois autour de la table. On n'arrête pas de jaser. Pour mettre ça en contexte, là, pauvre Alex, puis je vais te défendre parce que on a, pour vous rentrer encore une fois pas sous les draps, mais derrière le rideau. Sous les draps de l'émission. Mais derrière le rideau, on a un minuteur. Là, Pierre est l'animateur de l'émission. Fait que c'est lui qui regarde un minuteur sur lequel on a OK, il faut faire 6 minutes. Donc, on décolle la machine, puis on fait 6 minutes. C'est comme c'est live. Là. Fait qu'on coupe pas, on roule ça, puis on descend le temps comme selon ce que tu nous demandes. Ouais. C'est toi qui réalises. Ouais. Mais il y a toujours un décompte avant de commencer. On fait toujours, mettons, tu vas mettre 6 minutes 5 sur l'écran, puis dire OK, on commence en 5, 4, 3, 2, 1... Puis là, on commence à jaser. Ouais. Mais je sais pas combien de fois dans une journée tu recommences le décompte parce que... 47. Parce qu'on jase, parce que Pierre dit une niaiserie puis on rit. Constamment. Parce qu'on fait semblant de manquer la take ou... Ça doit être un peu frustrant des fois. Je te vois marcher dans le studio, Alex. Si tu marches, tu dois faire 50 000 pas une journée. Ouais, je marche beaucoup. Ma montre me dit que je fais plusieurs pas dans cette journée, surtout dans la même zone, je dirais. C'est un défi. C'est sûr que ça prend... moi, je suis quelqu'un qui est assez diplomate dans la vie. Je suis quelqu'un qui est très patient. Ah oui. Et je pense que ça vient avec le métier. Après, on rit, mais c'est pas si complexe que ça. La vérité, c'est que moi, je préfère préserver votre bonne humeur et votre énergie. Si je me fâche, ben là, tout le monde est un peu whoop. Là, finalement, quand on entre en onde, on est un peu whoop, on n'est pas de bonne humeur. Fait qu'il y a quelque chose de ça me sert à rien d'aller là, de toute façon. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que je m'adapte à votre rythme. Et des fois, on a un horaire à suivre. Donc là, c'est ça, vous devez vous adapter au nôtre. C'est un peu le défi, mais c'est pas trop dramatique, je dirais. OK, c'est pas pire. Je pense que t'aurais pu être plus sévère. Je te trouve gentil encore. T'es diplomate, comme tu viens de dire, justement. Là, c'est ton genre. C'est quoi la pire chose pour un réalisateur? Mettons, sur une journée de tournage, il y a quelque chose qui se passe qui va vraiment mal. C'est quoi la pire affaire? Ben là, je te parle juste en termes, tu sais, on parle pas d'individus qui meurent sur un plateau. Là, je parle. Non, je te parle, mais juste en termes techniques ou en termes de réalisation. Ouais. C'est quoi la pire affaire qui peut t'arriver dans une journée de tournage?
J'ai déjà tourné avec des gens qui voulaient pas être là du tout. Il y a des gens qui font de la télé, mais que quand c'est 3, 2, 1, go, tout d'un coup, ils s'allument, puis après ça, entre les textes, sont un peu plus difficiles à travailler. Ça, c'est assez pénible. C'est pas nécessairement l'émission qui paye le prix, mais la dynamique de plateau puis l'expérience pour s'y rendre peut être un peu plus difficile. C'est rare, je te dirais, au Québec, on a un super beau milieu, là, honnêtement, ça m'arrive pas si souvent. Mais je pense que ça serait ça. Je pense que c'est quand... tu sais, puis c'est sûr qu'il y a plein d'intempéries. Des fois, un invité se pointe pas. Des fois, on a un accident. Des fois, on a... c'est arrivé. Avec un tournage... Avec Luc, avec Olivier, à l'époque. Oui, oui. Puis même nous, c'est arrivé en reportage cette année. Ouais. C'est sûr, on travaille avec des voitures. Hein, ça fait partie de... On faisait un reportage sur Vivre en van. Oui. Puis il y a un véhicule qui s'est pas présenté parce qu'il est tombé en panne en se rendant au tournage. Fait que là, il faut se revirer sur un 10 cents. Ça, on peut vivre avec, mais une mauvaise attitude, c'est plus dur à gérer. En fait, c'est que c'est plus que ça mine. Moi, j'ai pour mon dire que si t'es de bonne humeur puis on a confiance en toi, tu vas être la meilleure version de toi-même. Fait que sur un plateau où l'ambiance est un peu... mais ça met une espèce de nuage sur tout le monde, sur l'équipe au son, sur l'équipe caméra, sur l'équipe régie. Tout le monde peut être un peu affecté par ça, puis on est des professionnels, c'est notre job de faire notre travail no matter what, mais il y a quelque chose qui, moi... Je trouve que dans le processus, ça paraît. C'est comme, on est des humains, là, on vit d'énergie. Bien sûr. C'est un peu éso, mais si mais tu es fâché, tu vas être fâché. Ou tu vas ressentir ça, fait que ça va t'affecter dans ta dynamique. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien établir une ambiance assez agréable sur un plateau. Mais donc, c'est ça. Le pire qui peut arriver, ça serait ça. Je pense que ça serait quelqu'un qui veut vraiment pas puis qui boque. Puis on travaille avec des gens qui font pas de télé aussi, qui sont des fois des invités, qui sont pas des gens qui sont professionnels en télé. Donc, c'est aussi de les accueillir là-dedans puis de les comment dire, d'en prendre soin. Les gens avec qui on travaille. Fait que des fois, ça peut changer cette dynamique-là. Mais tu as dit quoi d'important, hein? C'est d'être diplomate, dans le fond. Ouais. C'est vraiment ça, la job d'un réalisateur. C'est très politique, ouais. Tu joues avec autant ton diffuseur que la production, mais il faut aussi que tu... avec les animateurs ou les journalistes ou peu importe avec qui tu travailles, t'as comme vraiment une job d'être un peu le point central qui rallie tout ce monde-là. Ça doit être pas évident. Ben, c'est comment dire? Tu sais, moi, je dis toujours que moi, je suis la personne qui travaille le moins sur un plateau parce que quand tout le monde est très bien aligné sur ce qu'il y a à faire, moi, je fais 3, 2, 1, go. Puis ça fonctionne. T'sais. Des fois, tu le fais souvent. Que ça, là, je diminue un peu le travail, mais c'est-à-dire que quand tous les départements sont au fait de ce qu'ils ont à faire, puis quand tout le monde a ce qu'il a de besoin pour réussir, je pense que c'est là que ça chaîne le plus. Moi j'aime bien cette dynamique-là, j'aime bien ce rôle-là de gérer un peu les attentes de tout le monde, puis de travailler avec des contraintes de budget, de travailler avec des contraintes de temps. Je pense que je suis un bon leader par rapport à ça. Je pense que j'arrive à leader des équipes d'une façon agréable et on livre. Ben, clairement, ça fonctionne. Je vais te dire oui. C'est gentil. Mais c'est ce que j'aime le plus faire. Fait que, tu sais, moi, ça me stresse pas ça. C'est toujours un peu... C'est de la résolution de problème 100% du temps à être réalisateur. Tu n'as jamais à 100% ce que tu veux. Ça se passe jamais exactement comme ce qu'on avait prévu sur le papier. Fait qu'après, c'est d'avoir la flexibilité puis de te faire confiance pour dire on peut aller vers là ou vers là. Faut pas être rigide. Non. Il faut vraiment qu'on soit capable de faire plein de choses puis que tu sois capable de te revirer de bord. Voilà, ça fait partie du métier. Est-ce que tu penses, avec ton expérience que tu as maintenant, que c'est autant facile qu'avant d'être réalisateur, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles plateformes et tout ça? Penses-tu que le métier, c'est beaucoup de transformé ou c'est quand même assez stable? Ben, c'est-à-dire que le métier que moi je fais, c'est vraiment en télévision puis en contenu, je veux dire, grand public, diffusé. Mais tu fais d'autres choses aussi? Je fais d'autres choses, ouais, je fais d'autres choses. Notamment, je travaille comme tape producer, donc je l'ai traduit pour toi, mais c'est producteur de contenu segmenté. Wow! Voilà, en français. C'est pour un événement de e-sports, donc on fait des compétitions de jeux vidéo, de Gran Turismo. Donc, le World jeu de course. Series, le jeu de course, exactement. Donc, je m'occupe d'un segment de l'émission live là-dedans qui se charge de tout le contenu qui est tourné d'avance, dans le fond, qui n'est pas en direct, mais tout ce qui est comme tourné d'avance. Puis les reprises, dans le fond, pendant les courses. Là, parce que c'est un... Là, on rentre là-dedans, pas le choix. C'est une émission live, mais dans l'émission, il y a des segments qui sont préenregistrés. Ouais, dans le fond, c'est que l'émission dure à peu près 2 heures. Puis on est une grosse équipe, là, il y a à peu près 120 personnes sur la production. Fait que c'est quand même une bonne équipe. Puis moi, ma job, c'est d'être comme, on va dire, réalisateur, mais des segments qui sont
tournés au préalable. OK. C'est des segments qui sont informatifs dans le show. Exemple, des profils d'un joueur. On va avec un des pilotes, puis on va faire un contenu un peu la veille, on tourne avec eux, on assemble quelque chose. Puis là, dans l'émission, les animateurs vont dire « On est allé tourner avec Samuel hier, on est allé faire telle activité. » Samuel Tormichaud, professionnel de e-sport à Gran Turismo. Les gens font ça. Faut que tu te confies plus dans ce podcast-là. Donc oui, moi, ma job, c'est un peu de chapeauter tout ce contenu-là. Puis pendant l'émission, comme c'est des courses automobiles, évidemment, c'est Gran Turismo, c'est des courses dans le jeu. On fait toutes les reprises. Donc, quand il y a des accidents sur la piste et tout ça, on se travaille là-dedans. Ouais. Comment ça marche, ce show-là? Y a-tu beaucoup de monde qui écoute ça? Moi, on dirait que j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler de ça non plus. Ouais. C'est quoi, le show? C'est un monde immense, tu sais, le sport électronique puis toutes les diffusions de jeux, de e-sports et tout ça, c'est une industrie à part entière qui est florissante. T'sais, on connaît moins ça au Québec parce qu'on n'a pas d'équipe professionnelle, on n'a pas d'athlètes de e-sports. Il y en a quelques-uns, mais qui ne sont pas connus comme à l'extérieur du pays. C'est un univers à part entière. Moi, j'ai découvert ça aussi un peu il y a quelques années où je suis rentré dans ces équipes-là. Puis ouais, cet événement-là en particulier, ça part du jeu donc Gran Turismo, qui est un jeu de PlayStation qui existe depuis, mon Dieu, ceux qui connaissent les voitures savent que ce jeu-là existe depuis 30 ans à peu près. Premier jeu, j'ai envie de dire, même avant Forza, Motorsport, qui était un gros jeu aussi, mais sur la Xbox, là, t'avais comme l'équivalent. Ben, c'est Gran Turismo qui a un peu mis ça sur la map. Là. Je pense que c'est la PS1 ou la PS2. Oui, ça fait. Ce jeu-là, ça fait déjà joué. Oui. Puis c'est le même jeu, mais on travaille avec les dernières versions, évidemment, du jeu. Puis c'est les meilleurs au monde qui se qualifient à ce jeu-là pour être invités à des événements dans l'année, puis ils compétitionnent pour des points, puis à la fin de l'année, il y a un trophée pour le gagnant. C'est comme le film, il y en a un qui finalement conduit un char de course pour vrai m'amener. Donc c'est arrivé pour vrai, donc ceux qui ont vu le film, c'est tiré d'une histoire vécue. Dans le fond, c'est évidemment un film qui a été financé par Gran Turismo, parce que on parle du jeu, l'univers de la marque et tout ça. Mais oui, c'est un pilote qui existe. Il y a un ancien pilote de e-sports qui s'appelle Igor Fraga, qui est espagnol, je crois. Et lui a fait une transition vers la Formule, je crois que c'est de la Super Formula. OK, mais il est passé de l'ordinateur. Parce que les simulateurs sont de plus en plus précis. Donc, tu sais, un très bon pilote au simulateur va être capable de se débrouiller assez rapidement dans une bonne voiture. Des vrais pilotes me disaient ça au micro ici. C'est assez impressionnant, l'impact. En fait, puis donc, il faut savoir que dans les volants et dans les simulateurs, il y a aussi des retours de force. Donc, si on conduit, la voiture est paramétrée pour te donner exactement le même retour que si tu avais ce modèle, voiture te le donnerait. T'sais. Et la seule chose qui est différente un peu, c'est la force G, dans le fond, sur le corps des athlètes qui doivent développer. Donc, ils doivent souvent prendre de la masse puis être plus forts physiquement pour résister à tout ça dans une voiture, parce que faire 60 laps dans une voiture de course, c'est très, très exigeant pour le corps. Fait que souvent, dans le fond, les gars ont des réflexes pour lire la piste, pour savoir quand freiner, quand prendre les courbes et tout ça. Donc, ils sont déjà très bons au niveau des réflexes. Les gars ne clignent pas des yeux pendant des minutes là, quand ils courent. C'est fascinant. Là. C'est vraiment des machines. Fait que ils sont capables de prendre ces pilotes-là puis de les amener dans des vraies voitures. Puis des fois, ça fonctionne. Doit être trippant faire ça pour toi? Ouais, c'est cool. Ouais. Ça t'amène-tu avec des expériences différentes un peu? Parle-moi ça un peu. Là, C'est capoté. Tu me dis ça, je suis comme, c'est bien hot. Ouais, c'est hot. C'est hot. Puis tu sais, moi, je suis un fan du jeu aussi à la base. C'est que j'ai joué beaucoup. Je suis vraiment moins bon que ces gars-là. mais j'ai joué beaucoup. Fait que c'est intéressant de voir un peu les meilleurs au monde. Tu sais, comme dans n'importe quoi, tu veux voir, si t'aimes les échecs, tu veux voir les meilleurs au monde aux échecs. Si t'aimes les jeux vidéo, tu veux voir les meilleurs au monde aux jeux vidéo. Fait que tu sais, le combat de c'est pas de la vraie course. Moi, je me dis, je veux voir quelqu'un qui est excellent dans son domaine, puis ça m'impressionne. T'sais. Fait que ça, je trouve que c'est intéressant de voir les meilleurs au monde, comment ils travaillent, si tu t'intéresses un peu à la course automobile, ces gars-là ont des stratégies aussi différentes, puis ils les appliquent un peu de la même façon que dans le vrai monde. Comme industrie, c'est trippant aussi, parce que c'est un autre monde qui s'ouvre à nous. Dans le monde du e-sport, il y a plein de jeux qui sont diffusés en direct un peu partout. Ça s'écoute où? Ils commencent, ça, ces affaires-là? Souvent, ça va être sur Twitch ou YouTube. C'est des plateformes de diffusion directement qui sont comme... pour notre show, c'est sur YouTube. On est sur YouTube Live pendant l'événement. Fait que ça se diffuse là. Ça t'amène-tu à voyager un peu? Ouais, ça m'amène à voyager un peu. Évidemment, c'est comme une compétition internationale, fait qu'on a 5 arrêts dans l'année. Puis c'est assez cool aussi de découvrir un peu le monde à travers cette lunette-là de Gran Turismo, puis des fans de voitures, mais aussi des fans du jeu, dans le fond. Parce que c'est peut-être des fois des gens qui aiment plus les jeux vidéo à la base, pas nécessairement juste des... Ben maintenant, il faut que tu aimes un peu les autos pour triper sur Gran Turismo. Ouais, je pense que ça va avec, mais comment dire, c'est pas toujours un qui va avec l'autre. C'est-à-dire que tu peux vraiment triper sur le jeu puis pas être un fan de vraie voiture. Mais on a une belle communauté. Tous les événements sont comme à guichet fermé. Donc, ouais. C'est quoi, ça se tourne dessus comme dans un aréna? Ouais. Ou... mettons un aréna, une salle de spectacle, des théâtres et tout ça. On loue ça puis installe tous les simulateurs sur la scène. Puis nous, après ça, il y a comme la partie événement. Donc, ils font l'événement, ils font la compétition avec les pilotes et tout. Ça, c'est live?
Ben oui, ça, c'est live. Ça, c'est en direct. Oui, exact. Puis nous, on est la compagnie, dans le fond, je travaille pour une compagnie de production qui produit la couverture vidéo de ça, si tu veux. OK. Donc, nous, on s'assure tu sais, je veux dire, on travaille avec plusieurs caméras, on prépare on travaille avec des animateurs et tout ça. Fait que, tu sais, notre job, c'est d'un peu bâtir un show de télé autour de cet événement-là. T'es allé où dans le monde avec ça? J'ai voyagé pas mal. Je suis chanceux. J'ai eu une belle année. Me suis promené l'an dernier. J'étais à Tokyo. Wow! J'étais à Berlin. Ouais. J'étais à Londres aussi, à Amsterdam. Wow! On s'est promené quand même pas pire. Ouais. Ouais, c'est quand même trippant. Tabarouette, c'est trippant. Ouais, C'est ça aussi l'univers de la production. T'as ces opportunités-là. Comment c'est arrivé ça dans ta vie, cette opportunité-là? Ah mon Dieu, avec cette boîte-là, ben moi je travaille pour une boîte qui s'appelle Boombox, qui est une boîte de Saint-Sauveur. Puis eux, dans le fond, leur clientèle, c'est une très belle boîte, une belle gang. Puis eux, dans le fond, leurs clients, c'est des clients à l'étranger majoritairement. Donc ils font de la couverture d'événements sportifs en direct, puis ils font de la couverture aussi de e-sports. Puis c'est ça, moi j'ai été monteur avec eux pendant 2 ans. Donc je travaillais sur ces événements-là, mais comme monteur au Québec ici. OK. Puis de fil en aiguille après ça, ben je me suis promené un petit peu, puis là il y avait des postes qui s'ouvraient, fait qu'ils m'ont rappelé, puis voilà, je suis avec eux. Doit être payant quelque part, diffuser ces shows-là sur YouTube ou ces plateformes-là. J'imagine si on met autant d'énergie, tu sais qu'il y a... Comment tu as dit, un producteur de tape? Un producteur de segments. Comment j'ai dit ça? En tout cas, c'était tellement bien dit. C'était parfait. Vous irez voir. En anglais, c'est? Tape producer. Bon, tape producer. Voilà. Hey, t'as-tu vu mon anglais? Comment c'est bon. Ça se raffine. Mais, fait que, tu sais, mettons, pour avoir quelqu'un qui s'occupe de tout ça, de ce segment-là seulement, dans toute la diffusion, ça veut dire qu'ils sont capables de bien tirer leur épingle du jeu aussi. Oui, tu sais. Bon, normalement, des équipes de régie pour de la couverture live, on a toujours pas mal ce poste-là, dépendamment de la grosseur des émissions et de ces besoins-là. Mais tu vas avoir un réalisateur, tu vas avoir un assistant réal, tu vas avoir un aiguilleur, tu vas avoir un producteur, tu vas avoir des opérateurs EVS qui sont des machines qui vont gérer les replays pendant l'émission. Tu vas avoir tous les amis au son, tous les amis de l'image. Tu vas avoir, c'était des ingénieurs vidéo, c'est des grosses familles. Il y a du monde, là. Il y a du monde. Cet événement-là, plus spécifiquement dans le fond Gran Turismo, c'est à toute une pratique pour promouvoir des éléments dans le jeu. Donc, c'est vraiment le client qui est PDI, qui est un client japonais qui paye. Puis, eux, dans le fond, le but de ce show-là, c'est de promouvoir certains aspects de l'émission, du jeu, pardon. Puis, voilà. C'est pour ça que c'est comme ça que ça se finance. Mais oui, ça doit être assez payant. Je suis pas dans ces payslips-là. C'est trippant. Je trouve ça assez trippant. Bravo. C'est un méchant beau trip. Je savais que tu faisais ça, mais je savais pas ce que tu faisais exactement là-dedans. Mais c'est quand même vraiment capoté pareil de vivre ça. Cool. C'est-tu le genre de défi que tu aimerais avoir dans le futur? Mettons qu'on parle de où c'est qu'on s'en va dans le futur avec même l'émission RPM+, on en parlera, mais c'est-tu le genre de défi que tu chercherais de te promener dans l'univers plus du numérique ou de ces choses-là, ou tu es un gars de télé assumé, formé? Ben moi, comme je te disais, mon mandat cette année, c'est un peu de me diversifier. Donc, tu sais, moi, ma job reste sensiblement la même, que ce soit dans l'e-sports ou que ce soit avec une vraie compétition sportive qui peut être en direct. C'est vraiment, je m'adapte au format. Moi, là, j'ai comme des opportunités qui sont intéressantes par rapport à ça, fait que je plonge là-dedans cette année, mais j'ai encore plein de contrats en télé ici au Québec, puis je veux continuer à en faire, parce que c'est ça, c'est toujours ça, c'est ça qui m'a comme un peu mis sur la map, puis c'est ça que j'aime faire aussi, c'est juste que ça demande. C'est un milieu où il y a moins de shows, il y a déjà moins de shows, donc il y a moins de production. Ouais, c'est ça. Disons-le comme ça, tu sais, fait que c'est sûr que moi, j'ai comme pas le choix d'ouvrir un peu mes horizons. Mais oui, c'est sûr que même RPM+, on a comme un beau show qui fonctionne bien, fait que moi, je vais rester là. Comment tu projettes l'avenir de RPM+, justement? T'sais, on a parlé tantôt un peu de... Ça prend de la création. As-tu déjà des idées? Peux-tu me donner un peu des pistes de où est-ce qu'on pourrait aller? On travaille sur des trucs pour l'an prochain, Samuel. Tu n'es pas sans savoir. Oui. Mais je pense que c'est comment dire? On peut le dire un peu aux gens qui écoutent le podcast. Ouais. On va se concentrer sur un segment de l'émission qui va être nouveau, dans le fond, pour venir complémenter vos questions. On va essayer de mettre plus de l'avant tous les essais routiers que vous faites des fois sur la route. Donc, vous n'êtes pas sans savoir à la maison que Samuel fait aussi le tour du monde plusieurs fois pour assister à des lancements, par exemple, ou vous testez des voitures à toutes les semaines. On avait envie d'amener ça dans l'émission, puis de prendre un peu plus de temps pour décortiquer ces analyses-là que vous faites des voitures. Donc, c'est en parallèle d'RPM, donc c'est pas nécessairement des analyses aussi en profondeur, mais vous avez quand même l'option de vous les conduisez ces voitures-là pendant une semaine. Fait que c'est bien trippant de prendre le temps d'en parler. Ben oui, puis j'avais trouvé l'idée bonne aussi de s'ouvrir la conversation. Ça va être des éléments qu'on va vous amener tranquillement là, dans l'émission RPM+. Tu sais, on n'a pas comme clairement, on parle, on c'est encore à mettre sur pied.
on a encore plein de choses à faire, mais je trouvais l'idée intéressante, du moins, d'aller couvrir des sujets, des fois, qui peuvent amener du débat, des sujets aussi qui peuvent nous faire une bonne mise à jour sur certains constructeurs. Dernièrement, on a parlé ensemble des constructeurs avec les fameux rappels automobiles. Puis à quel point c'est une aberration, pour moi, en tout cas. Moi, pour moi, c'est une aberration complète. Mais je trouve que t'as raison de dire que l'émission RPM+, elle a aussi ce mandat-là, à quelque part, de servir les gens, de répondre à leurs questions, mais aussi d'amener ce genre d'informations-là en profondeur. Là. Ça nous donne la chance d'aller dans un autre univers. Là, on va avoir du temps. Puis ça, c'est rare d'avoir du temps. C'est un luxe en télévision d'avoir du temps. Puis je pense que vous êtes à même de pouvoir constater ce qui se passe, puis de le critiquer, puis de le vulgariser, encore une fois, pour les gens à la maison. Fait que, tu sais, on a comme cette chance-là que vous soyez ce vecteur-là. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée, mais à suivre. On va voir comment ça va se placer cette année dans l'émission. Mais inquiétez-vous pas, on reste encore avec des questions. L'émission RPM+, reste fidèle à ses habitudes. Toujours. Puis j'ai l'impression aussi que ça fait encore bien le travail. Comme on se le disait maintenant, en plus avec les plateformes qui nous permettent de les rediffuser, j'ai comme l'impression que dans l'avenir, RPM+, puis plus que jamais avec l'industrie automobile qu'on a, elle a son importance. Trouves-tu? Ben oui. Il faut, je pense qu'il faut... je pense que Pierre se targue de ça. Comment dire, met ça de l'avant dans sa démarche depuis vraiment longtemps. C'est-à-dire qu'il faut tenir les constructeurs un peu aux aguets, puis il faut être là, puis s'assurer que le consommateur se fait pas flouer dans certaines situations. Puis je pense que c'est ça le mandat, c'est un peu l'espèce de chien de garde. Vous êtes là pour un peu protéger le consommateur, puis à tout le moins dénoncer les situations qui n'ont pas de bon sens. Parce que sinon, il y a comme pas de réciprocité vraiment, il n'y a pas vraiment de conversation entre le consommateur puis le constructeur. Je pense que ça prend cette espèce de tu sais, autant que les journalistes vont être les chiens de garde entre le public et la politique, mais tu sais, en termes dans le monde automobile, je pense que vous jouez un peu ce rôle-là. C'est-à-dire que vous jouez le rôle de... Mais c'est pas tout beau comme dans la pub que vous avez vu à la télé. Il y a aussi certaines choses à vérifier. Puis je pense que vous donnez des faits. Puis nous, on se permet aussi de donner notre opinion. C'est-à-dire vous recommandez ou pas des voitures. Fait que c'est aussi... Les gens la prennent ou la prennent pas. Après... Dans votre avis d'expert, ben c'est une bonne voiture ou pas à prendre. Fait que, faut continuer à faire ça, c'est sûr. J'aime ça d'entendre dire ça. On dirait que je te lance des fleurs. Non, mais à vrai dire, je trouve que ça a l'air aussi d'y croire. Ben oui. C'est ça que j'aime. Puis je pense que t'as pas le choix. En tant que réalisateur, il faut que tu y crois au produit. Là. Ben oui, mon Dieu, oui. Puis moi je crois à la mission aussi de l'émission. C'est pas pour rien que ça dure depuis si longtemps que ça aussi RPM+, c'est parce qu'il y a une crédibilité qui s'est installée. Il y a une rigueur journalistique dans votre approche qui est là depuis toujours. Les gens sont pas obligés d'être d'accord tout le temps. Puis moi, ça me dérange pas qu'on soit pas d'accord. Mais c'est intéressant de débattre. C'est intéressant d'amener des idées. Je pense qu'on le fait. On le fait. Puis c'est grâce à toi aussi, Alex. Hein? On se rappelle qu'Alex était réalisateur de l'émission. Donc, quand même une partie très importante. Juste avant de te laisser, merci encore une fois pour ton temps que tu nous donnes aujourd'hui. Merci à toi. Mais juste avant de te laisser, je me dis, des fois, on a des gens de tous les âges qui nous écoutent au podcast RPM. Le métier de réalisateur avec, on a parlé tantôt brièvement un peu de la situation de la télé au Québec, que c'est pas évident. Penses-tu qu'il y a de la place encore pour de la relève? Mettons quelqu'un qui est jeune qui disait, moi, j'aimerais ça un jour réaliser RPM+, quand Alex va prendre sa retraite, ou j'aimerais ça un jour être dans le domaine de la réalisation télévisuelle au Québec. Y a-t-il encore de la place? Ben oui, complètement. Complètement. Je pense que c'est juste que le métier va évoluer. C'est-à-dire que ce que moi je fais présentement, peut-être que exactement mon genre de show, ça n'existera pas dans 20 ans, mais il va y avoir du contenu fait au Québec. Il va y avoir du contenu télévisuel ou sur des plateformes qui va être produit au Québec, c'est sûr. Il faut juste se dire qu'on peut y croire, dans le fond. Ben oui, tu sais, puis que ce soit... Tu sais, il y a plein de jeunes créateurs qui se lancent sur YouTube, qui se lancent leur propre chaîne, qui font des produits sur des web-séries, sur tout.tv, sur tout ça, tu sais, puis je pense qu'il faut pousser ça de l'avant. Je pense que le métier va continuer à exister. Il va juste évoluer. Fait que, mon Dieu, si quelqu'un veut reprendre la balle au bon de RPM+, dans quelques années, qui m'écrive, on va l'accueillir. Pour l'instant, je garde la job, par contre, je vous le dis, mais bon, un petit bout, peut-être. Oui, bien, content de bien l'entendre, ça, merci. Merci, Alex, d'avoir pris le temps aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaisir. J'espère que les gens ont appris un petit peu plus aussi sur l'émission RPM+, qui est un cheval de combat dans l'univers automobile. Il n'y en a plus beaucoup des émissions de même, mais surtout pas au Québec, à vrai dire. C'est unique, l'émission RPM+. Puis on espère que vous appréciez le travail qui est fait derrière la caméra. Donc, merci encore une fois, Alex. Et je veux aussi remercier nos partenaires, Canadian Tire, Albi Occasion et Oxio. Merci à vous d'être là. On l'a dit un peu plus tôt, mais c'est grâce à vous qu'on peut faire le podcast RPM. Et laissez-moi aussi vous remercier d'être à l'écoute. C'est toujours un bonheur de pouvoir interagir avec vous. Allez écrire en commentaire sur YouTube, Spotify ou peu importe. Là. Je vais les lire, les commentaires, puis souvent, je vous réponds. Donc, c'est toujours un immense plaisir de pouvoir interagir avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, puis on se dit à bientôt. Bye-bye.
Ce podcast vous a été présenté par Canadian Tire, notre garage, par Albi Occasion, avec le meilleur taux, on vous attend, et par Oxio, vendez sans tracas.